Mardi 1er juillet 2014, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Mais d'abord les titres. Première journée des épreuves du baccalauréat session 2014, le top départ a été donné ce matin au lycée Mariama. Plus de 30 000 candidats sont à la conquête du premier diplôme universitaire. Affaire dite des bébés importés, les acteurs actifs dans la défense des droits des enfants s'inquiètent du sort des enfants concernés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne rupture du jeûne. Les examens du baccalauréat session 2014 ont débuté ce mardi. Sur l'ensemble du pays, ils sont plus de 30 000 candidats cette année à affronter les épreuves. Le coup d'envoi a été donné ce matin ici à Niamey au lycée Mariama par le ministre des enseignements secondaires et celui des enseignements professionnels. C'était en présence de Asma Nachina et Halid Bourema. Cette année, ils sont au total 30 454 candidats répartis dans 80 centres sur l'ensemble du pays à passer les examens du baccalauréat. Ce matin, les autorités en charge de l'éducation, en compagnie du gouverneur de la région de Niamey, étaient dans les centres du collège Mariama et du lycée Issa Berry pour lancer les épreuves. La particularité de cette session du baccalauréat 2014 réside dans la création de 6 nouvelles séries et spécialités. Donc ces 6 nouvelles séries et spécialités ont été créés à l'initiative du ministère des enseignements professionnels et techniques. Nous sommes donc à Issa Berry. Ici, c'est le baccalauréat professionnel, où nous avons 625 candidats. Et ces 625 candidats sont évalués dans 8 séries et spécialités. Dans 8 spécialités. La ministre des enseignements secondaires s'est exprimée en ces termes. C'est l'occasion en tout cas de souhaiter bonne chance à ces candidats. Et aussi encourager les encadreurs pour que nous ayons en tout cas un examen propre. Donc le bac, comme vous le savez, c'est une transition. C'est un diplôme qui sanctionne la fin des études effectivement secondaires et qui ouvre l'accès à l'enseignement supérieur. Donc nous encourageons les enfants à être assidus et à obtenir ce diplôme qui va effectivement leur permettre d'orienter leurs études. Le ministre des enseignements professionnels et techniques a expliqué les raisons de création des séries spécialités. C'est pour répondre aux besoins de l'économie que nous avons créé, que nous avons augmenté le nombre de lycées d'enseignement technique et professionnel. Nous avons à Terra un lycée agricole, nous avons un lycée consacré à l'hôtellerie et au tourisme à Agadez, à Difa c'est sur le pétrole, à Tawa la topographie, etc. Vraiment, et à Douchi c'est le génie civil, et nous comptons les multiplier. Avec les prochaines années, nous allons augmenter le nombre de collèges d'enseignement technique et le nombre de lycées d'enseignement technique et d'enseignement professionnel. Ces examens du baccalauréat ont démarré avec l'épreuve du français. Les candidats apprécient. Le sujet, ça a été bien, on a fait de notre mieux. On souhaite que le bon Dieu fasse que les autres soient mieux aussi. Bon, ça a été pas mal, les sujets ont été abordables. Espérons seulement que la correction sera bonne. D'abord, j'étais dans un état de stress, mais apparemment ça va. Apparemment, la première épreuve m'a un peu stressé. Selon les autorités, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de ces examens. Bonne chance à tous les candidats. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2014 sont connus depuis hier soir dans certains jurys de Niamey. Au niveau du jury 15, la proclamation des résultats est intervenue ce matin. Des résultats peu satisfaisants nous rapportent Nafisa Zakou et Omar Moussa. Le premier groupe. C'est dans les environs de 10 heures que les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC sont tombés au niveau du jury numéro 15 de Niamey. Ces résultats ont été catastrophiques. Sur 324 candidats qui ont composé, seuls 80 ont été déclarés admis. Cette année, il y a eu tellement de perturbations. Sur un mois, les élèves grèvent 15 jours. Donc c'est tout à fait normal que ça donne ce résultat que nous avons. Donc au niveau de notre jury, sur 324 effectivement élèves, il y a eu 80 admis, donc 18 à l'écrit et 62 à l'oral. Donc quand vous faites le pourcentage, c'est à peu près 24%. Donc vous avez vu que c'est un taux très faible. Et il y a aussi le fait que cette année,
nous avons repêché à partir de 120 au lieu de 112, comme les années passées. Donc cette année, c'est 120. Et à l'écrit, c'est 151 points. Donc vous avez vu, les choses ont changé un peu. Donc c'est ce qui a donné ce résultat pour une première fois. Et la deuxième, c'est que vraiment, il faut reconnaître aussi que les niveaux des enfants est très, très, très bas. Et surtout chez nous, et là où les notes ont été même très catastrophiques, c'est surtout en anglais. Et donc ça veut dire que c'est des enfants qui ne partent même pas prendre le cours d'anglais. Parce qu'en anglais, pratiquement, nous avons 2 ou 3 moyennes. Vous avez vu, et beaucoup ont échoué à cause de l'anglais. Les candidats admis aux examens du BPC session 2014 ne cachent pas leur joie en cet instant solennel. Je suis admise à l'écrit, je suis très émue et je remercie les enseignants du collège Mariama avec leur soutien. Ils nous ont beaucoup aidés et le directeur aussi, il nous a donné de bons conseils. Je souhaite rester ici au Mariama. C'est grâce à eux que j'ai eu l'écrit vraiment. Celles qui ne sont pas admises, je leur souhaite du courage et de redoubler d'efforts encore plus. Je suis admise à l'écrit. Je suis très heureuse et j'encourage celles qui sont admises au second groupe de redoubler d'efforts. Elles peuvent faire plus. Et celles qui ne sont pas admises, elles n'ont d'augmenter encore d'efforts. Elles peuvent l'avoir l'année prochaine. Je souhaite continuer au Mariama. Je suis orientée. Je suis admise à l'écrit et je suis très contente. On n'a pas fait 100%. Je les encourage qu'ils ne soient pas découragés. Vraiment, je remercie le bon Dieu à travers ma réussite, comme c'est ma deuxième chance aussi maintenant d'avoir l'oral. Quant aux candidats malheureux, ils n'ont pas pu résister face à la caméra après leurs échecs. Félicitations donc aux admis et bonne chance à ceux du second groupe dont les épreuves interviendront dans les jours à venir. BPC encore, mais cette fois au niveau du jury. 34 de Niamey pour parler d'un fait divers. La joie était d'une courte durée pour plusieurs candidats de ce jury qui ont vu leur nom sur la première liste affichée avant d'être reprise sans certains noms qui figuraient sur la dite liste. Les candidats et leurs parents ne cachent pas leur désarroi. Reportage Souleymane Mouni Barma et Halidou Bourema. C'est la tristesse qui se lit sur le visage des candidats au jury numéro 34 situé dans l'enceinte du CSP Flo-Germain, un centre d'examen où l'on a assisté à un spectacle typique d'une scène de cinéma. Tenez bien, le jury affiche une liste rédigée au bic en remplacement de la liste initiale dont le contenu a été communiqué auparavant. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les candidats et leurs parents veulent voir clair. Au niveau de la liste, il y a certains qui ont eu. Maintenant, au lieu de mettre, ils ont mis leur nom. Après, ils ont déchiré là-bas, puis ils ont doublé les trucs encore, les fichiers. Ici, il y a d'autres, les présidents, au lieu de signer, de mettre leur signature, ils n'ont même pas mis leur signature. Et les originaux des écritures, au lieu d'amener les originaux, ils sont en train d'écrire ça avec un stylo. C'est pas normal, ils devraient recommencer ça. Quand on était venu, nos noms faisaient partie de la première liste. Mais après, quand on était revenu, il y avait ni notre nom, et puis la liste, elle a été déchirée et doublée. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas d'accord. Et puis il y a des autres qui pleurent et on leur donne des écrits où les parents viennent payer. Nous, c'est pas ça, on a bien étudié. Et puis il y avait notre nom écrit, c'était bien écrit. Et puis maintenant, on vient ni l'oral et puis ni rien. Iso, a numéro a numéro matricule kame borfo mano idangara kama na Abil Omar Ibrahim mais a numéro bonni na mayoda maintenant a numéro tege ka borfo mayoba et puis Flo-Germain isma bonni nada donc il faut que Flo-Germain go bore may tusu ginga isay mayanda pourquoi zaminga onor ko nen nor talkenno irbu mbag bari zembro isurno. L'inquiétude de ses parents touche également l'administration du CSP Flo-Germain. Dans le constat qui se dégage, des doublages des numéros et au niveau des noms des candidats viennent s'ajouter à l'acte qui serait posé publiquement par le président du jury numéro 34. Et effectivement, ce matin, quand le président du jury avait proclamé les résultats, il a remis la fiche de Flo. D'abord, il a demandé les responsables des différents établissements de venir prendre les fiches, les listes de chaque établissement. Donc je suis allé, j'ai pris les fiches de mon établissement. Et automatiquement, j'ai proclamé, j'ai lu devant mes élèves et j'ai affiché. Bon, juste après la lecture,
il y a quelque chose qui m'a un peu tiqué, parce que j'ai retrouvé un nom qui se trouvait sur la liste du premier groupe et sur la liste du deuxième groupe. Donc, je suis allé, j'ai vu le président, j'ai dit, voilà une situation qui se pose dans mon établissement. Parce que je ne peux parler que de mon établissement, dans mon établissement. Bon, après, il m'a dit d'attendre, de ne pas afficher, d'attendre à ce qu'il essaie de voir ce qui s'est passé. Bon, déjà, le mal était déjà consommé. Le président, parce qu'il était sorti, après il est revenu, il nous a fait comprendre que, il y avait vraiment des erreurs. Et les deux autres, il y avait 2 filles dont les noms n'étaient pas sortis. Donc quand il est venu, il a vérifié, il a dit certainement ces élèves-là, ils sont admis. Le président du jury, Samaïla Rafiou, signataire de la première liste des admis, initiateur et signateur également de la seconde liste rédigée en manuscrit, et ses collaborateurs ont tous brillé de leur absence au jury 34 dont ils ont la charge, laissant ainsi derrière eux un doute sur la crédibilité des résultats qu'ils viennent de proclamer. La Halcia et l'administration du bureau réclamation et information, communément appelé la ligne verte, ont donc un dossier non moins important qui mérite une attention particulière. Nous sommes aujourd'hui mardi 1er juillet 2014 et c'était hier lundi 31 juin. En principe, la date butoir pour la signature de la convention minière entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Areva. Selon le collectif Sauvons le Niger, un collectif qui a fustigé l'accord dit de partenariat stratégique signé le 26 mai dernier, ici même à Niamey, entre l'État du Niger et Areva. Reportage Michel Dedi et Aboubakar Soleil. Le collectif Sauvons le Niger avait déjà pressenti qu'Areva n'allait en aucun cas accepter que cette loi minière 2006 lui soit appliquée dans son intégralité, malgré la signature de cet accord pourtant jugé équilibré et durable par les deux parties. Un accord qui a vite ravivé le courroux des acteurs de ce collectif. Cela procède tout simplement de la duperie, car en vérité, cette loi minière 2006 en question fera l'objet de modifications pour tenir compte de tous les desiderata de Areva et sera soumise très prochainement à l'adoption à l'Assemblée nationale, le tout avant le 30 juin. Date retenue pour la signature des conventions en objet. Parce que beaucoup de gens ne savent pas en fait que les conventions en tant que telles ne sont pas abordées et ne sont pas signés. Et on a entendu certains clamer à gauche et à droite et qu'on a signé les conventions et on applaudit, tout est bon. Il ne s'agit pas de ça. Les conventions ne sont pas signées. Il y aura la convention qui va être signée, c'est la convention de Somaïr. Elle s'appelle convention Somaïr, État du Niger Somaïr. Et ensuite, il y aura la convention État du Niger Cominac. À en croire cette version de la société civile, c'est donc la date du lundi 30 juin, le dernier délai convenu dans l'accord pour la signature du renouvellement de ces conventions minières de Somaïr et de Cominac. Un délai qui serait passé inaperçu à cause de la non-modification de la loi minière nigérienne du 9 août 2006. Aujourd'hui, tout le monde a vu que quand eux, ils nous ont insultés, et ils nous ont injustement accusés en voulant tromper tout le monde. Notre seul tort en réalité, c'est d'avoir compris que ce qu'ils ont signé, c'est du chimère. On a dit ça. C'est de la duperie. C'est quelque chose qui était là pour tromper le peuple. La preuve, voilà aujourd'hui, nous sommes au lendemain du 30 juin. Rien de ce qu'ils ont attendu n'a pu être fait parce que pour Areva, il n'y a rien à faire. Il faut que les choses se passent, c'est-à-dire que la loi minière soit modifiée. Et c'est pour ça que Areva et le gouvernement, dans un premier temps, ils ont parlé du premier rendez-vous parlementaire, c'est-à-dire convoquer une session extraordinaire pour le 16 juin. Ça n'a pas pu être possible à l'époque. Ils ont espéré ça le 26 juin, ça n'a pas été possible du tout. Et voilà que nous sommes à la fin de la période prévue pour le contrat. Le contrat a dit la signature et des nouvelles conventions devraient intervenir au plus tard le 30 juin. Maintenant qu'elles ne sont pas intervenues au plus tard le 30 juin,
on peut considérer que, alors là, cet accord est caduc. Au niveau de ce collectif, l'indignation est grande, d'autant plus que même la nigérisation des postes de directeur général qui devrait débuter pour la Somaïr avant le 30 juin 2014 a jusque-là échoué selon toujours Nouro Arzika. Des propos qui ne sont cependant pas confirmés par aucune version officielle émanant du ministère en charge des mines. Et vous suivrez donc à la fin de ce journal l'entretien que nous a accordé Nuhu Arzika du collectif Sauvons le Niger. Après Niamey et Zander, c'est la région de Maradi qui a été choisie par l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, opposition politique, pour organiser le meeting et une marche le week-end dernier. Une manifestation pour dénoncer ce que la RDR a appelé dérive du pouvoir en place. Meeting et marche qui ont drainé une foule immense. Résumé Alassane Ibrahim. La ferveur militante d'une marée humaine tout accuse à la cause. À l'évidence, l'appel à la mobilisation de la RDR à Maradi est un pied de nez réussi contre la majorité, au dire de plusieurs observateurs. C'est dire que Maradi a répondu présent et les leaders de la RDR, que sont Mahaman Ousmane, Seni Oumarou et Maître Souley Oumarou, ont fait le reste dans une démarche faite de doigté et d'adresse. Ils arrivent d'abord avec un message, disent-ils. Nous sommes donc venus passer un message. Et à travers ce grand rassemblement, et au vu de cette importante mobilisation, dont seules les populations de Maradi ont le secret, nous avons compris que vous avez pris la mesure de la gravité de la situation que vit le peuple nigérien et que vous êtes prêts pour la lutte sabatrice. En effet, comment ne pas dénoncer la situation politique délétère dans laquelle le régime actuel a plongé notre pays depuis plusieurs mois maintenant, en créant une situation d'instabilité chronique pour des fins malsaines, antidémocratiques et antirépublicaines. Comment accepter une situation aussi inédite qu'ubuesque, marquée entre autres par l'achat massif de conscience des élus locaux et de députés nationaux? Puis ils appellent à l'union sacrée face aux dérives des tenants du pouvoir, renchérit-il. Afin de dire non au mépris croissant affiché par les autorités de la 7e République face aux souffrances du peuple et à ses aspirations légitimes. Je vous exhorte donc à une union sacrée et à vous tenir prêts pour un combat sans répit afin de barrer la route à Mahamadou Issoufou et à son système. Cet élan pris à Maradi ne doit pas faiblir, ont martelé les mêmes leaders, car au-delà de l'exercice du pouvoir, c'est toute la démocratie nigérienne qui est menacée de mort. L'affaire des bébés importés au Niger, toujours au cœur des discussions dans les salons et à la une des journaux privés. En attendant les conclusions de l'enquête en cours, les acteurs de la société civile très actifs donc dans le domaine de la défense des droits des enfants s'inquiètent sur l'avenir de ces enfants concernés. C'est un reportage signé Ibrahim Tikire et Aboubakar Souley. Alors que l'enquête suit son cours, l'affaire dite bébé importé dont seraient impliquées les épouses de plusieurs personnalités de notre pays suscite encore des réactions d'indignation et d'amertume. Grosse inquiétude pour les acteurs œuvrant pour la défense des droits des enfants qui s'interrogent sur l'avenir de ces enfants considérés comme des marchandises dans ce trafic sous-régional d'êtres humains. Ces enfants-là doivent grandir et c'est sûr, l'histoire étant ce qu'elle est, risque d'affecter donc ces enfants-là. Et c'est pourquoi je pense que nous ne pouvons qu'en appeler à la conscience professionnelle de ceux qui, pour des raisons certainement que nous ignorons, pensent que c'est du sensationnel. Cela n'est pas du sensationnel, c'est beaucoup plus, comme je l'ai dit, des pratiques, en tout cas moins nageuses, mais également des pratiques qui sont sévèrement condamnables et pour lesquelles je pense que nous devrons tous nous retenir de spéculer et laisser
normalement la justice qui se saisit de l'affaire pour nous éclairer davantage. Et j'ajouterai dans la plus grande impartialité. Quelle que soit l'issue de cette affaire, l'avenir des nourrissons dans l'affaire des bébés importés doit être assuré conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux. La CONUD Niger tire la sonnette d'alarme. Il y a, à mon avis, violation parce que c'est quand même une affaire qui est pendante en justice et pour laquelle je pense que des personnes ont été longuement citées. Et ces enfants-là, même si on n'a pas encore leur identité, c'est que je pense que certains journalistes ont, parce que j'ai dû voir sur certains journaux le nom de ceux qui sont incarcérés, soit à la prison civile de Niamey ou à celle de Kolo, mais également le nombre d'enfants par femme et le nombre total également d'enfants. C'est clair que aujourd'hui ces enfants peuvent être victimes de stigmatisation. Et cela va à l'encontre d'un principe fondamental que nous appelons le principe de la non-discrimination. Il y a également le principe de la sécurité de développement de l'enfant. Et je pense qu'aujourd'hui, ces enfants, je ne sais pas si les soins auxquels ils avaient droit quand ils étaient entre les mains de ces prétendus mères, présumées mères, s'ils continuent à avoir les mêmes soins. J'imagine quand même que des personnalités de ceux qui ont été inculpés, ces enfants-là sont quand même dans des conditions où souvent c'est la climatisation, vous avez en tout cas des repas assez copieux. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles ces enfants-là, si bien entendu, je parle conditionnel, s'ils ont été pris par l'autorité judiciaire et placés dans des centres d'accueil, s'ils peuvent, ces centres-là, avoir des minimums standards pour pouvoir en tout cas jouer pleinement la prise en charge de ces enfants-là. Mais l'autre chose également qui est assez importante, c'est la prise en charge psychologique, psychosociale. C'est des enfants certainement, je ne sais pas encore la tranche d'âge, mais s'il y a déjà des enfants qui savent marcher, qui savent parler, je pense que cela est d'autant plus grave parce que là, le fait de les séparer des parents peut aussi créer un traumatisme qui peut laisser en tout cas des séquelles. Mais nous devons espérer quand même que les autorités judiciaires, étant averties sur ces principes-là, prendront certainement des mesures idoines pour que ces enfants-là ne puissent pas être effectivement exposés à toute cette éventualité que je viens de citer. Mais de l'autre côté également, l'autre préjudice qui est causé, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr s'il y a une coopération judiciaire et policière entre le Niger et le Nigeria, aussi entre le Niger et le Bénin, les pays quand même qui ont été cités dans cette affaire-là, c'est sûr qu'il va y avoir une recherche des mères biologiques. Aujourd'hui, quel va être l'état d'esprit de ces mères biologiques-là? Est-ce que ces mères biologiques aussi qui ont causé ces actes-là, certainement si elles ont été retrouvées, vont être également sanctionnées? Et finalement, où est l'intérêt de l'enfant? Il incombe donc aux autorités judiciaires et politiques de faire la lumière sur cette affaire des bébés importés au Niger, une affaire qui a déjà terni l'image de notre pays et dont les auteurs, co-auteurs et complices doivent être sévèrement punis conformément à la loi. Et puis ce message de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger à l'endroit de la communauté musulmane du Niger, un message livré au 3e jour du Ramadan par les citoyens américains et les employés de l'ambassade américaine au Niger pour souhaiter un bon Ramadan à la Oumma islamique. Je vous propose de suivre ce message. Salam alaikum. Au nom de tous mes camarades de l'ambassade américaine au Niger, je félicite tous nos amis musulmans à l'occasion du mois de Ramadan. L'Amérique entretient d'excellentes relations avec le monde musulman depuis plus de 2 siècles. Déjà, en 1805, le président Jefferson a organisé un dîner d'iftar à la Maison Blanche en l'honneur de l'ambassadeur de Tunis. Ambassade d'Amérique, mon Niger, Noyeta, Don Soumaïe, Lobo.
كلنا في السفارة الأمريكية في نيامي نتمنى للمسلمين في النيجر رمضان مبارك. على فت نزوم Al-Umar Muslimin Niger Ofishin Jakadanshan America Inai Maku Fatar Ramadan Kareem Jamma, Samma, Barando, Asham Baridero. Aide Ameyale, Irgoga Sabu Yerkoi, Kanir Jabe, Meyawando. À l'occasion du mois béni de Ramadan, nous adressons nos meilleurs vœux au peuple du Niger. Que ce mois soit porté de récompenses et de paix pour tous. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Do inde Americanen fu, mi endo a sumerere lobo. Alawan chumundon e jam, ala holueng yande julde. Ala bet du barki le rundun. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ya Muslimin Niger. Al-Fama Watan Ramadan. Ambassade Amerika Fadigide. Alla amma usulwa Nigera Ghana. Alla klahadu azum goinde. Centre culturel américain. Yuanye Nieme. Dugudi Baligidi Biniba. Leni Mi Nualulima Chelima. En effet, quelles que soient nos croyances, rien n'empêche que nous soyons de bons voisins et de bons amis. C'est ce que nous souhaitons pour le Niger et pour le monde entier. Ramadan Kareem. C'était là donc le message de l'ambassade des États-Unis d'Amérique donc à l'endroit de la Oumma islamique du Niger à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. 24 heures seulement après la démolition des maisons des habitants du quartier Sagagourou sur la route à Filengue, les réactions ne se font pas attendre. Celle du mouvement de jeunes pour l'émergence du Niger Mojane, pour son président Siraji Issa, le moment n'est pas opportun pour mener cette opération. On l'écoute. Ce qui est de Sagagourou, c'était hier vers 11h que la population de Sagagourou se sont réveillés presque dans l'enfer, dans la mesure où ils ont vu leur construction démolie, rasée par des caterpillars et des forces de l'ordre. D'abord, nous, notre réaction en ce sens, c'est que nous condamnons avec la dernière énergie la procédure et la violence avec laquelle les forces de l'ordre ont intervenir pour raser et puis démolir les constructions du village de Sagagourou. Pour des raisons diverses. La première raison, c'est que nous sommes tous des musulmans à 99%, on a la coutume de le dire, et nous sommes dans le mois de Ramadan. Dans le deuxième jour du mois de Ramadan, même pour cette raison, les forces de l'ordre ou même ceux qui ont eu la décision de la justice, ils allaient au moins surseoir sur les déguerpissements jusqu'à la fin du Ramadan. Deuxième raison, c'est que nous sommes presque dans la saison d'hivernage, mais déguerpir quelqu'un dans la saison d'hivernage, et vous pensez qu'il va où? Donc c'est pour cela et nous considérons que l'acte qui a été posé hier, c'est un acte inhumain, c'est un acte vraiment irresponsable et antisocial, car l'être humain est sacré. Parce que vous avez vu des vieillards, des femmes, des enfants qui pleurent à peine qu'ils partent au moins chercher quelques objets de valeur dans des maisons, alors que la démolition est en cours. C'est vrai, la décision de la justice est appliquée et la décision de la justice doit être appliquée à tous, mais néanmoins, je pense que le côté humain et le côté social doivent au moins se prendre le devant. Et en ce sens, de donner plus de délais, c'est vrai, on leur a donné beaucoup de délais,
Mais nous pensons que le moment choisi pour procéder à ce déguerpissement, le moment est mal choisi, le moment n'est pas opportun, vu ces deux raisons que j'avais avancées tout à l'heure. Place à présent à l'entretien avec Nuhu Arzaka du collectif Sauvons le Niger. L'entretien qui a porté sur la signature des conventions minières entre l'État du Niger et Areva qui tarde toujours. Très bonne réception.